avant, c'était un monde où on prenait le train et le bateau. L'avion de transport à réaction le plus vendu de l'histoire. Boeing en a livré pas loin de 5000. 5000, ça veut dire quoi? Essayez d'imaginer. Ça fait 50 rangées. Vous voyez ce que c'est une rangée de 50? Une rangée, vous mettez 50 rangées de 100 avions géants. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup d'avions. Et le 737, en plus, c'est un avion qui n'aurait jamais dû exister. Voir que les gens de Lufthansa avaient raison, parce que le 737, qui a commencé d'être construit dans les années 60, sera toujours construit en 2030. 1960-2030. Et donc, c'est un avion qui sera probablement encore en service ici, là et ailleurs dans le monde, on va dire, aux alentours de 2050, 2060. C'est donc un avion, quand les derniers partiront à la retraite, ils auront un siècle d'existence derrière eux. C'est quand même un assez beau succès. Alors évidemment, maintenant, il y en a qui sont venus chercher des noix à Boeing, qui s'appelle Airbus. Et par exemple, la famille de l'Airbus 320, qui est à peu près l'équivalent Made in Airbus et Made in Europe du 737, est en train également de faire des scores absolument phénoménaux. Mais le 737, il a quand même un truc pour nous qui pilotons et qui avons volé sur ces avions-là. Regardez la gueule du cockpit de cet avion. Il a la signature Boeing, il a cette gueule d'oiseau bizarre avec le pare-brise en V prononcé, manière Pontiac 1938. Ces avions-là, c'est sexy finalement. Il est magnifique, il est bien piloté. Cet avion appartient à Europair Post, la compagnie postale qui fait du transport entre autres de petits colis, puis aussi du passager. Et cet avion est piloté pour nous par messieurs Launois et Mose, et tous les deux sont d'anciens chasseurs, ce qui explique leur fabuleuse tenue de patrouille tout à l'heure, parce que se mettre aile dans aile avec un 737 sur un DC-3, le DC-3 il était un peu cul par-dessus tête, il était à 150 nœuds, il peut guère aller. L'humanité puisse l'utiliser aujourd'hui. Et regardez la gueule de ce cockpit, un des plus beaux de l'histoire. Le train est rentré, on accélère, on va rentrer à un cran de volée. Un des problèmes avec le 737, c'est qu'il y a tellement de crans de volée qu'on finit par se perdre là-dedans. On ne sait plus dans quelle position voler on est, on passe son temps à faire clic, 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 clic. On les sort, on les rentre. Mais quel bel avion, crédible. Et donc, encore une fois, cet avion n'a pas fini sa carrière, puisqu'il y en a une nouvelle mouture qui arrive. Elle sera équipée des nouveaux réacteurs Made in ex-SNECMA, devenu Safran aujourd'hui, et General Electric, les réacteurs qui équiperont également l'Airbus. Lequel, tous les matins, nous partions à Aden et tous les soirs, on repartait à Aden. C'était un avion avec lequel on faisait un travail de camionneur des nuages, tout simplement. Le DC-3, il est né en 1935-36. C'est un avion qui est signé d'un nom. En aviation, on trouve souvent des personnages, des signatures. Et cet avion porte la signature de Donald Douglas. Donald Douglas était un ingénieur américain qui s'était passionné pour les avions dès les années 1918-1920. Comme il habitait la région de New York et qu'il en avait marre de la pluie, il avait décidé d'émigrer en Californie. Il était parti avec sa femme, leurs jeunes enfants en bas âge et leurs chiens, et un compte en banque dans lequel il devait y avoir, paraît-il, environ 580 $ de l'époque. 580 $ en 1920, c'était déjà un peu de sous. Donald Douglas était parti à Los Angeles et il avait dit « Je vais créer la Douglas Aircraft Corporation ». Et donc il avait commencé par chercher un local. Comme local, il avait trouvé la boutique désaffectée d'un coiffeur. Et donc la Douglas Aircraft Corporation a commencé d'habiter dans un des quartiers quasi les plus pourris de Los Angeles, dans ce qui était peu de temps auparavant une boutique de coiffeurs. Et en l'espace d'une quinzaine d'années, Douglas a construit assez d'avions pour devenir crédible, sérieux, et pour finalement arriver en 1933-34 à commencer à
sur l'avion de transport le plus moderne qui soit. Donald Douglas avait embauché un type qui, alors lui, est un véritable génie, qui a laissé sa trace dans l'histoire de l'aviation et qui s'appelait Jack Northrop. Jack Northrop avait imaginé des structures métalliques d'avion qui étaient tout à la fois légères et extrêmement solides. Et à partir du travail de Jack Northrop, a été dessinée une famille d'avions de transport bimoteur pour une vingtaine de passagers qui s'appelait le DC-1, puis DC-2, puis 136, 37, 38 à peu près. Et au départ, c'était le premier avion de transport qui avait été conçu. Il était tout métallique d'abord, c'était nouveau, c'était un monoplan, c'était aussi relativement nouveau. Mais surtout, c'était un avion qui était fait pour voler presque par tous les temps. On pouvait voler la nuit. Ce qui voulait dire d'un seul coup qu'on pouvait traverser les États-Unis, non pas comme auparavant en volant le jour, passant la nuit à l'hôtel et recommençant le jour après, c'est-à-dire en 2 jours voire 3 jours pour aller de la côte est à la côte ouest. Et là, en une journée et demie, représenté et le fait que les l'époque ont taxé de commencer à assurer les voyageurs aériens à condition qu'ils volent en DC-3. Et puis la guerre est arrivée et là le DC-3 a changé de nom, il est devenu avion cargo militaire. Il s'est appelé, en faisait partie. Au décollage, mes enfants, un grand moment de beauté pure. Là, nous voilà dans l'aviation la plus artistique qui existe. Le garçon qui est aux commandes de cette machine est un pilote allemand qui s'appelle Christoph Zahn. Appris à piloter à 16 ans, 17 de planeur. Et à l'époque, dans le port de Caracal, c'est normal, c'est un lieu de garnison et la flotte américaine du Pacifique se trouve dans sa grande majorité ancrée à l'intérieur de la rade dans le port de Pearl Harbor, à l'exception, et c'est notable, et c'est la flotte du Pacifique sont partis en manœuvre, et c'est ça qui va finalement être l'élément déterminant sur le plan historique de ce qui va se passer ce matin du 7 décembre 40 dans l'île d'Honolulu, dans l'archipel des Hawaï, au milieu du Pacifique. Entre
Entre parenthèses, les 3 avions que vous voyez voler devant nous sont donc tous les 3 des avions typiques, des avions écoles américains de cette époque, les années 40, 41, 42. Le biplan jaune avec un fuselage bleu un peu en forme de banane qui arrive par la droite, c'est un M3N. Une espèce de petite torpille en aluminium qui fait un Ryan PT-22. Difficile à poser, à bien poser. Et puis l'autre tout jaune avec des bandeaux.